Euh, D'habitude, c'est Sophie qui me présente, mais là, donc, elle m'a délaissée. Je vais me présenter toute seule comme une grande. Je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Allier, et donc, pour une partie de mon travail, je suis 8 exploitations donc, dans le cadre du réseau de référence équin. Et j'ai donc participé au travail que nous avons conduit sur les établissements équestres et qui fait suite à une présentation qui vous avait été faite déjà l'année dernière. En fait, les constats que l'on pose, alors je ne sais pas à quel moment le diapo il arrive, il faut être, voilà, c'est là, c'est super. On a pu faire plusieurs types de constats sur l'environnement dans lequel travaillent les établissements équestres. Certains ont été évoqués ce matin, à savoir un recul du pouvoir d'achat des ménages, la forte concurrence observée dans ce secteur d'activité depuis quelques années. Effectivement, on constate une baisse du nombre de licenciés et parallèlement la poursuite d'une augmentation du nombre d'établissements équestres. Et donc, mais forcément, quand la taille du gâteau augmente et que la taille du gâteau pardon diminue et que le nombre de parts augmente, elles sont d'autant plus petites et les exploitants donc doivent se partager et ont en face d'eux un marché qui se réduit. Et parallèlement, une offre d'activités de loisirs qui, même en milieu rural aujourd'hui, est plus conséquente. Ce qui fait que, à l'issue de tous ces constats, on observe que une demande d'autant plus exigeante que la clientèle a la possibilité de choisir. C'est la raison pour laquelle nous avons... Alors en fait, c'est moi qui fais avancer, voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons, en 2016, intégré cette dimension clientèle au suivi que nous menons auprès des exploitations du réseau, dans un contexte où ces réseaux, on a bâti le travail et l'approche microéconomique sur ces exploitations de la même façon avec les mêmes outils que dans les autres réseaux de référence des autres filières agricoles, donc avec des outils plutôt bâtis sur la performance technique et économique. Et on s'est donc rendu compte que ça n'était pas suffisant et que pour comprendre le modèle économique de ces exploitations, on avait besoin de savoir un petit peu plus précisément comment les exploitants réagissaient à la demande et à l'évolution de cette demande, comment la connaissaient-ils, comment on avait besoin d'identifier les couples marché-produit, on avait besoin d'étudier la communication qui était opérée et avec quels outils utiliser. Donc ça, c'est le travail que nous avions réalisé et que nous vous avons présenté l'année dernière, donc avec 70 enquêtes réalisées en 2016, 145 produits étudiés qui nous ont permis de vous présenter des résultats l'année dernière, essentiellement donc à travers lesquels on vous a dit que 3 exploitants sur 4 interrogés réussissaient à maintenir, voire à développer leurs activités. Donc, sachant qu'il ne s'agissait que des exploitations suivies dans le cadre du réseau de référence. Ces exploitants nous ont dit que pour eux, pour la totalité d'entre eux, les incontournables, c'était d'être en phase avec son marché. Et en fait, le comportement qu'ils nous ont décrit, à savoir proposer une prestation de qualité, vendre un beau rapport qualité-prix, on est effectivement typiquement dans la définition de la qualité qui est l'adaptation d'une offre à une demande. Donc, on n'est pas surpris quand ils nous disent qu'en fonctionnant de cette façon-là, ils arrivent à développer ou à maintenir leur activité. À savoir qu'ils ont ils ont aussi intégré puisque ils nous disent qu'ils ont adopté différentes stratégies pour se démarquer. Ils ont donc intégré que face à une concurrence qui se développe, leur marge de manœuvre, c'est effectivement
de proposer quelque chose qui ne ressemble pas à ce que propose son voisin pour transformer une situation de concurrence en situation de non-concurrence. Mais donc ces réponses ont amené d'autres questions que nous nous sommes posées et auxquelles on a essayé de répondre en retournant voir une partie d'entre eux en 2017 pour approfondir ces constats. Donc on avait besoin d'aller plus loin pour appréhender plus précisément la clientèle avec laquelle les exploitants travaillaient, pour analyser plus précisément également leur communication. Donc, à nouveau, on reprend contact avec eux et on leur pose des questions telles que qui sont vos clients, quels sont leurs besoins, leurs attentes, est-ce que votre offre de service les satisfait, est-elle vendue au juste prix, comment vous mesurez le taux de satisfaction de vos clients, est-ce que vous disposez d'un plan de communication, avec quels outils de communication utilisez-vous, quel message faites-vous passer, qu'est-ce que vous dites, à qui, comment, où. Donc voilà, on y est retourné pour connaître, pour avoir ces réponses complémentaires. Ce que l'on en ressort globalement, c'est que ces exploitants ont en général une bonne connaissance de leur concurrence. Ils ont pris conscience qu'ils ne sont pas tout seuls, ils savent exactement qui travaille autour d'eux et ils arrivent à décrire précisément ce que leurs collègues font à proximité d'eux, pour ceux qui travaillent avec une clientèle locale, pour ceux qui sont ou dans leur zone de chalandise ou à proximité, ceux avec lesquels ils partagent leur cible de clientèle. Ils ont bien identifié leurs clients, mais ils ont un petit peu plus de mal à décrire précisément les attentes et les besoins de ces clients. Et ils nous disent avoir des clients satisfaits, qui paraissent satisfaits de leur point de vue, mais en général, ils n'ont pas souvent d'outils de mesure qui leur permet de justifier ce sentiment. Et ce que l'on peut dire également, c'est que pour beaucoup d'entre eux, alors soit ils en avaient pris conscience avant qu'on aille les voir, soit le travail qu'on a entrepris à leur égard a amené un petit peu cette prise de conscience du fait qu'ils ne pouvaient plus travailler, avoir la même stratégie aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans pour ceux qui ont un petit peu d'ancienneté dans le métier, à savoir que voilà, peut-être que par le passé, il suffisait de s'installer, de mettre une pancarte au bout du chemin pour que ça fonctionne et qu'il y ait une fréquentation suffisante, mais qu'aujourd'hui, dans ce contexte, dans le contexte et l'évolution du marché qui a pu se faire, ça n'est plus suffisant. Et en termes de communication, ils font tous beaucoup de communication sur leurs prestations, mais cette communication souvent n'est pas ciblée. Seul un tiers d'entre eux a élaboré un plan de communication où justement il est en capacité de dire à qui je m'adresse, quel message je fais passer, quels outils j'utilise en fonction du message que je fais passer. Ils utilisent tous les réseaux sociaux et les sites internet qui sont les outils les plus utilisés, mais la plupart du temps, leur communication, elle est très globale, quelles que soient les clientèles, quel que soit le produit. Et ils ont, pour la plupart d'entre eux, donc 7 sur 10, nous ont répondu avoir des partenariats, et on a identifié ces partenariats de 4 façons. Soit des prescripteurs de communication, soit des prescripteurs qui sont relais de clientèle, c'est-à-dire si je fais l'analogie avec les circuits courts de ce matin, c'est le circuit avec un intermédiaire qui est relais de clientèle, des partenaires avec lesquels ils conçoivent des produits communs et des partenaires et d'autres partenariats, j'allais dire plus professionnels encore que, enfin des voisins agriculteurs quand il y a de l'échange d'entraide,
des professionnels de la filière équine, des transporteurs de chevaux, des selliers avec lesquels on travaille, qui viennent vendre leur matériel sur l'exploitation et auprès desquels on peut récupérer des prix. Voilà, des exemples de partenariats de ce type-là. Et notre travail donc, a ensuite consisté à synthétiser l'ensemble des éléments que l'on a recueillis. On les a synthétisés en vous présentant les trois familles d'établissements que l'on suit, à savoir les écuries de pension, les établissements de tourisme équestre et les centres équestres. Et on vous les a tous présentés dans les fiches qui sont dans votre pochette de la même façon, en se servant de cette masse d'informations qu'on a pu recueillir et en commençant d'abord par décrire les segments de clientèle qui fréquentent ces établissements. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation des trois familles parce que sinon je vais être hors délai, mais je vais vous décrire comment on les a conçus. Donc les cibles de clientèle. En face de chacune de ces cibles de ce clientèle, on a décrit des besoins, des attentes, donc ce que les clients viennent chercher dans les établissements. Et en face de ces besoins et de ces attentes, on vous a décrit les prestations qui sont offertes, proposées par les établissements, avec les gammes de prix que l'on a constatées. Donc avec des gammes de prix qui peuvent varier énormément, parce que même en décrivant le plus précisément une prestation, on peut avoir des différences dans l'offre qui est proposée, des différences par rapport à des secteurs géographiques et des contextes de marché différents, etc. Et ce travail nous a fait prendre conscience également aux exploitants avec lesquels on a travaillé que effectivement aujourd'hui la démarche elle est non pas de bâtir une prestation et d'essayer de toper le client qui veut bien de la prestation que j'ai mise en place, mais plutôt de définir le segment, la clientèle avec laquelle on veut travailler, de bien identifier les besoins de cette clientèle et d'adapter son offre à ce besoin pour être sûr que ma prestation, elle corresponde à la clientèle qui est effectivement présente, celle que je peux accrocher, celle qui est en capacité de venir chez moi, celle qui existe localement si je veux travailler avec une clientèle locale, et de pouvoir proposer le produit qui l'intéresse et qu'elle va pouvoir m'acheter si j'ai un tarif qui correspond à la capacité d'achat de la clientèle. Donc on l'a fait pour les centres équestres, donc 16 centres équestres là, sur cette fiche-là. Et pour le verso de l'ensemble des trois familles, on est rentré dans le détail de la communication qui est mise en place à la fois, alors pour ce qui concerne les marguerites vertes, pour attirer la clientèle, donc comment je m'adresse aux clients que je veux attirer chez moi, soit parce que je veux développer ma clientèle, soit parce que nécessairement je dois attirer de nouveaux clients pour remplacer ceux qui sont partis. Et donc on vous l'a décrite avec un panel d'outils utilisés. Et avec la marguerite orange, on vous décrit les outils utilisés pour fidéliser une clientèle. C'est-à-dire qu'une fois que les clients ils sont chez moi, comment effectivement je m'adresse à eux pour faire en sorte que ça fonctionne bien et que mes clients ils soient contents et donc ils soient fidèles. Et au milieu, le rond qui est orange et vert, ce sont les atouts ce sont les outils qui sont utilisés à la fois pour attirer, développer et fidéliser une clientèle, parmi lesquels figurent la plupart du temps ces outils de réseaux sociaux qui sont utilisés dans
la totalité des structures. Donc ça, on l'a fait pour les 3 familles. Il y a des outils communs, il y a aussi des outils qui sont spécifiques, par exemple aux établissements de tourisme équestre ou aux écuries de pension qui ne sont pas forcément utilisés par les centres équestres. Donc ça, c'est la première partie du travail qui nous permet donc de décrire 3 familles d'établissements d'une manière un petit peu plus précise et complémentaire à l'approche microéconomique que l'on publie régulièrement également tous les ans et qui est complémentaire au travail qui est fait, qui vous a été présenté ce matin, plus macro sur des plus grands nombres avec les bases de données que possède Equicer notamment. Et le deuxième j'allais dire, objectif que nous avions, à savoir comment on se sert de cette information pour proposer une méthode qui puisse servir à toutes les entreprises de la filière. Donc c'est un petit guide de questionnement qui a été élaboré en lien avec les informations que l'on a recueillies. Et aussi, on s'est rapproché d'une méthode qui s'appelle Canvas, qui est utilisée par d'autres entreprises économiques et qui permet effectivement de vérifier si le modèle économique de mon entreprise il correspond, il est cohérent et qui correspond à mes objectifs. Donc ce petit guide figure également dans vos pochettes, hein, c'est un petit 4 ou 6 pages, voilà, c'est celui-ci hein, qui s'appelle cerner la demande pour mieux adapter l'offre et pérenniser sa structure. Et ce qu'on a essayé de ces questions-là, on les a regroupées sous 3 chapitres. Le premier, quels sont mes objectifs et mes valeurs. Les chefs d'entreprise, vous allez le voir avec peut-être avec le témoignage de Lydie, elle pourra aussi répondre à ces questions-là. Ne répondent pas qu'à des objectifs économiques. Bien sûr, quand on est chef d'entreprise, on veut gagner sa vie avec son entreprise, mais pas que. Et dans cette filière où on vous a dit ce matin qu'il y avait beaucoup de passion à côté de la raison, les valeurs et les objectifs souvent sont très fortes et exprimées d'une manière assez conséquente. Après, il y a tout un chapitre de questionnement sur ce qu'on a appelé la stratégie d'entreprise, à savoir effectivement à quel client je m'adresse, quels sont pour chacun de mes produits les segments de clientèle qui sont ciblés, et derrière vérifier comment le produit est vendu, comment on communique auprès de ses clients. On ne va pas communiquer de la même façon auprès d'une clientèle d'enfants de 6-10 ans, auprès d'adultes, auprès des parents. Quand on a des clients qui sont jeunes et des enfants, on est face à cette difficulté où celui qui consomme n'est pas celui qui paye. Donc on doit satisfaire à la fois un client qui consomme et un client qui paye, avec des objectifs qui ne sont pas toujours les mêmes. Et comment je communique et comment je vérifie que ma communication est efficace. Et une fois qu'on a défini tout ça, quels sont les moyens de production qu'on met en face, la cavalerie, les infrastructures, est-ce que suivant le produit que je vends, j'ai besoin d'un manège ou pas, est-ce que j'ai besoin d'une cavalerie conséquente ou pas, de quel besoin de main-d'œuvre je dispose ou dont j'ai besoin, et à quel coût, quels sont mes coûts de production en face de ces infrastructures et avec quel prestataire je vais travailler. Donc voilà, on espère que ce petit document pourra aider à la fois des exploitants, des gens en activité pour se poser les bonnes questions, et à la fois des porteurs de projets sur l'installation pour les aider à définir leurs projets. Et pour conclure, parce que Sophie est à côté de moi, ça doit vouloir dire que le temps est dépassé. Donc cette démarche là sur 2 ans d'approcher d'une manière plus qualitative les exploitations du réseau par le biais de leur clientèle, donc complète tout à fait l'analyse économique que l'on avait conduite jusqu'à présent. Effet suite, puisque c'est le dernier atelier de la journée, vous avez dû
avoir connaissance des résultats des collègues sur l'atelier coût de production. Et donc, si vous avez tout compris, vous avez bien intégré que les leviers d'amélioration que l'on a, nous, analysés sur les coûts de production sont tous en lien avec justement cette clientèle et le fonctionnement de cette clientèle. Un produit par équidé, un nombre d'heures vendues par UMO, un produit par tête. Ces variables-là sont liées à une clientèle et à beaucoup de clients ou des clients qui consomment beaucoup. Donc cette analyse et cette adaptation des outils des exploitants face à leur marché, elle est effectivement très très importante. Et donc c'est aussi une démarche qui nous a permis de proposer ce questionnement pour que, mais comme ça nous est demandé, les travaux du réseau puissent aussi servir à l'ensemble des entreprises de la filière. Merci Catherine pour cette présentation très claire. Maintenant, nous allons passer au témoignage de l'exploitation de Lydie Saint-Martin, que je remercie car elle a pris une journée pour venir aujourd'hui illustrer nos travaux et notamment la démarche que vient de présenter Catherine. Donc merci à elle et merci à Anne-Laure Vessé également qui est conseillère de la Charente, de la Chambre d'agriculture de la Charente, qui va présenter aussi l'exploitation. Voilà, donc bonjour à tous. Donc Lydie Saint-Martin va vous présenter sa stratégie d'entreprise Audrine Penou. Voilà. Hop. Donc bonjour, donc moi je dirige une ferme équestre sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Donc l'île d'Oléron c'est un peu plus de 20 000 habitants à l'année et c'est x10 l'été. Donc c'est une activité saisonnière d'avril aux vacances de la Toussaint. Avec un panel d'activités possibles sur l'île d'Oléron. Et au niveau des activités équestres, il y a un fort taux de concurrence. Il y a 8 structures équestres sur l'île qui, à l'année, proposent certains du concours, du centre équestre. Nous, on est sur de l'équitation de loisirs et du tourisme équestre. C'est spécialisé là-dedans. Par contre, l'été, tout le monde fait la balade à cheval. C'est quand les gens viennent à l'île d'Oléron et qui sont cavaliers, le rêve c'est de faire la balade à cheval sur la plage, donc tout le monde en propose l'été. Donc la concurrence est assez forte durant ces 2 mois. Alors tu vas nous présenter ton parcours. Donc j'ai fait le lycée agricole, j'ai passé en même temps en parallèle et à la suite des diplômes me permettant d'encadrer des balades à cheval, des randonnées, donc toujours dans la spécialisation de tourisme équestre. Avant de m'installer, j'ai fait une formation de gestion avec le GHN et je me suis installée en 2011 sur un village vacances où on avait une activité équestre et en parallèle une activité d'élevage de poneys. Donc on ouvrait 6 mois de l'année en même temps que le village vacances, puisque l'installation sur Oléron n'est pas simple. Et quand on a pu reprendre une ancienne ferme équestre en août 2014, on a ouvert à l'année et développé la structure. Je me suis spécialisée dans le handicap et l'année dernière on a ouvert une petite ferme pédagogique aussi sur la ferme équestre dans le but de se différencier des autres structures existantes. Voilà, donc des finalités qui sont bien définies sur l'exploitation, avec comme finalité principale faire un métier au contact à la fois d'un public diversifié et puis au contact des animaux, et puis bien sûr vivre de cette passion. Donc avec comme objectif principal développer l'activité pour trouver un seuil de rentabilité. Voilà, et donc une stratégie de différenciation par rapport à la concurrence. Voilà, et donc une activité très diversifiée. Donc là on a différents produits qui sont proposés. Donc on a tous les produits de tourisme équestre où on est les seuls à proposer des randonnées à la journée pour des cavaliers de passage, autres que nos cavaliers à nous. Parce que les autres structures en font pour leurs cavaliers, mais pas forcément pour les cavaliers de passage. Donc on a des randonnées à la journée, des balades à l'heure sur plusieurs heures. On a aussi une partie cours, découverte à cheval ou à poney, un petit peu de pension. Et après on accueille des groupes, des classes, des centres de loisirs. Et on fait partie du réseau Cheval et Différents. Donc j'accueille des personnes en situation de handicap, en groupe ou en individuel.
On a le côté ferme pédagogique et un petit peu d'élevage qui nous renouvelle notre cavalerie poney Shetland. Voilà, donc un panel d'activités très diversifiées qui permettent d'avoir une activité sur l'année et pas seulement en saison. Alors au niveau des produits, donc on a des produits ciblés pour deux cibles de clientèle. Voilà, donc une clientèle plutôt locale, annuelle, et puis une clientèle touristique, plutôt nationale et plus passagère. Voilà, donc deux types de clients et des produits différents qui sont proposés sur la structure pour des besoins différents. Donc grosso modo, ça fait 1/3 de clientèle annuelle et 2/3 de clientèle touristique. Donc dans la clientèle annuelle, on a une petite structure, on a une quarantaine de licenciés environ. Ça va être des cours, des apprentissages, de l'équitation d'extérieur, de loisirs, un peu de balade. On va faire pas mal d'animations avec Halloween, Noël, Pâques, etc. Et on travaille avec les centres de loisirs. Ils viennent faire des stages pendant les vacances. On travaille avec les écoles, on fait les temps d'activité périscolaire. Donc tous les après-midi, on va chercher les enfants pour faire une activité, donc ça fait 2 ans. Et on propose du coup des tarifs à la carte, sur des séances, sur une carte de 10 heures, puisque nous n'avons pas de manège, donc on ne peut pas proposer comme certains font sur des trimestres, on est tributaire du temps. Quand on a un hiver comme là, c'est plus compliqué. Et dans la clientèle touristique, il y a 2 types de clientèle. Moitié une clientèle de passage qui va venir à l'île d'Oléron et va avoir envie de faire une balade à cheval pour découvrir ou pour se faire plaisir pour les cavaliers confirmés. Et aussi une clientèle touristique mais régulière qui viennent avec leur maison secondaire ou les grands-parents pour les enfants. C'est là qui est un peu plus fidèle, qui vient à chaque vacances notamment. Et ça va être principalement des séances de découverte, cheval ou poney, des balades, des randonnées à la journée. Et là, on va avoir toute une gamme de tarifs sur des séances de découverte. À l'heure, on a aussi des forfaits famille, etc., adaptés un peu à tous les budgets. On reste dans la gamme de prix proposés dans le secteur. Ni plus, ni trop, ni moins, pour pas casser le marché. Et on a un peu de tout. Voilà. Des produits pour différents niveaux d'équitation, du débutant au confirmé. Donc ensuite, on a une communication bien ciblée par rapport à ces 2 types de publics. Voilà, à la fois des outils pour attirer et pour fidéliser. Donc pour la clientèle locale, on va beaucoup travailler avec le bouche à oreille. On va faire les marchés de Noël avec les poneys, les activités des centres de loisirs, les écoles. Le meilleur bouche à oreille, c'est les enfants. S'ils sont contents de l'activité qu'ils ont faite à l'école, ils vont parler aux parents, aux frères, aux sœurs, aux cousins, aux copains. Donc ça va avoir envie de revenir. On va faire la fête de club, essayer de leur proposer le tarif le plus adapté. Pour la clientèle touristique, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le fléchage routier, qui est important, qui est fléché dès la route principale sur l'île d'Oléron et la route côtière. Et on va travailler avec l'office de tourisme. On va faire un encart publicitaire dans le guide de l'office de tourisme. Et quand on s'est installé le premier été à la suite, j'ai fait une enquête auprès des clients pour savoir par quel biais ils nous avaient trouvés. Puisque l'île d'Oléron, il y a plein de guides touristiques, de cartes, de partout. On est démarché de toutes parts pour avoir des encarts publicitaires un peu partout. Ça coûte une fortune, donc on a fait l'enquête pour savoir par quel biais les personnes, les cavaliers nous avaient trouvés. Et on a fait le tri et choisi les choses les plus pertinentes. Et c'est ce qui sort et c'est ce qui reste. Donc le site internet est très important. Après la page Facebook, ça permet de garder un peu d'actualité, de faire un réseau, comme on disait tout à l'heure, les gens en parlent. On propose d'essayer de proposer des forfaits famille, et puis on travaille avec les professionnels du tourisme. L'année dernière, le personnel des offices de tourisme est venu visiter la ferme équestre pour voir les produits qu'on proposait. Parce que si les professionnels sont convaincus de ce qu'on fait, ils vont toujours mieux en parler que s'ils voient la plaquette posée sur le stand. Voilà, donc au niveau du site internet, donc c'est un site qui est très visible, très bien référencé, donc il a été construit par un webmaster. Il est mis à jour régulièrement, à la fois par la webmaster et puis par Lydie, qui a aussi accès au site internet pour mettre à jour les prestations et les différents tarifs. Voilà, la navigation est très intuitive et on a une description précise des différents produits, voilà, pour les différents publics. Le site internet, c'était la base. Au tout début de notre installation en 2011, c'est ce que j'ai mis en place en premier.
le site internet. Et donc j'ai les codes d'accès pour pouvoir régulièrement mettre à jour les photos, les news, etc. Le rendre un peu vivant. Il n'y a rien de pire qu'un site internet qui date de plusieurs années. On a aussi les tarifs qui sont intégrés sur le site internet. Ça, ce que les gens nous disent, ce qu'ils aiment. Au moins ils savent où ils vont avant de nous appeler. Ils savent, s'ils nous appellent, c'est qu'ils ont, ils ont vu les tarifs, puisque la majorité maintenant avec les smartphones, tout le monde va sur internet regarder un peu comment ça se passe. Et donc c'est très important. Avec de belles photos. Important aussi. Et on a aussi donc une page Facebook qui est active avec des publications régulières sur à la fois les activités à venir et puis les activités passées. Voilà. Ouais, une petite page Facebook où voilà, c'est important maintenant, tout le monde fait. Tout le monde parle par ce biais-là. Sur les petites actualités, ça va être les petites news, les naissances. Là, on a eu des naissances de chevreaux avec la ferme pédagogique. Voilà, faire un petit réseau. La neige qu'on a eue la semaine dernière. Des choses peu communes qui font boule de neige. Voilà, on essaie de faire un peu boule de neige sur la toile. Voilà, et donc là, on a la description d'un produit en particulier. Donc, tous les produits randonnées et balades sont décrits sur le site internet. Donc là, on a choisi l'exemple de la randonnée d'une journée pour cavalier intermédiaire. Voilà, donc c'est un petit peu le produit d'appel sur la ferme équestre. Ouais, alors chaque produit de tourisme équestre fait objet d'une fiche comme ça descriptive. Et là, c'est le circuit autour de l'eau, c'est un peu le produit phare, ce qui a bien fonctionné. Ça permet aux familles où il y a des cavaliers confirmés, mais d'autres qui montent pas assez, de pouvoir faire une même activité ensemble sur la journée, où on fait une petite incursion sur la plage, on pique-nique au bord d'un étang. Donc ça fait un produit pas trop cher, appel d'offres, puisque c'est pas c'est pas le plus rentable, mais c'est ce qui fait venir les gens. Et si les gens ont été contents de la randonnée, ils vont avoir envie de revenir sur d'autres prestations un peu plus rentables. C'est aussi pas le même lien qu'on va avoir avec la clientèle quand on passe la journée avec, c'est pas comme quand on fait des balades d'1 heure. Donc c'est quelque chose de sympa. On ne propose pas juillet-août puisqu'on a des horaires d'accès plage à respecter, mais que ça va être en avant et en après-saison voilà, qu'on va proposer. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, donc vous avez la description sur le site internet à la fois du public cible, du contenu de la prestation et puis du tarif également. Donc ensuite, on a des moyens qui sont adaptés pour répondre à cette stratégie d'entreprise, donc avec les infrastructures et le matériel. On a un Barnes où il y a une écurie de 6 box, un accueil sanitaire, sellerie, avec des petits pictogrammes sur la sellerie pour que les enfants, les publics handicap soient autonomes. Tout est aux normes d'ailleurs, accès handicap, voilà, on a une carrière, des barres d'attache, tous les chevaux sont en extérieur, on a des paddocks avec abri ou des parcelles de prairie. Donc on a 31,1 cheval, on a une queue qui se balade par là. En moyenne sur l'année. Et après, je suis sur la structure avec mon conjoint qui est salarié. L'été, on embauche une hôtesse d'accueil qui me fait la réception, puisque moi j'encadre les activités, et une monitrice qui est toujours sur le village vacances, puisqu'on a gardé le village vacances en activité saisonnière en plus l'été. On a une partie de nos chevaux. Voilà, donc on a une hôtesse d'accueil qui parle différentes langues, donc qui permet d'accueillir les touristes. Qui parle 5 langues, donc c'est très pratique. Voilà. Qui parle les langues que je ne parle pas, donc c'est important. Voilà, donc ça fait 3,5 ETP au maximum l'été, en pleine saison. Alors au niveau des résultats économiques, donc, on a une installation récente, donc les résultats économiques sont en progression, en phase de croissance, on va dire. Donc sur les données des remontées 2016, donc on a un EBE dégagé par UMO de plus de 31 000 €. Donc cet EBE correspond au disponible, puisqu'on n'a pas d'emprunt sur l'exploitation. Parce qu'on a acheté la structure avec mon conjoint en SCI, et la ferme équestre loue à la SCI Voilà, au niveau de l'évolution des résultats, donc de ce qu'on peut analyser des premières données de la comptabilité 2017, donc on a une augmentation de produits de plus de 15 000 € et une variation de marge brute de plus de 12 000 € sur l'année, enfin sur les 2 années. Donc voilà, donc plutôt une progression des résultats, même si au niveau des charges de structure, on va se retrouver sur 2017 avec des charges plus élevées, puisque Lydie a embauché cet été. J'ai embauché une monitrice supplémentaire parce que j'étais enceinte et je ne pouvais pas monter à cheval, donc ça a un peu explosé le budget charge salariale cette année, enfin 2017. Mais globalement, voilà des produits qui augmentent et des prestations toujours en développement.
Donc au niveau des atouts et contraintes de la ferme équestre, donc les atouts, donc on en a parlé, on est dans une zone touristique et donc une situation géographique idéale pour une ferme de tourisme équestre. On a une différenciation des produits par rapport à la concurrence, une innovation régulière sur les produits et les prestations, donc avec toujours de nouvelles prestations qui sont proposées tous les ans. Cette année, il y aura des nouveaux circuits de randonnée qu'on a mis en place. Pour tous les ans, il y a une nouveauté. Voilà, des moyens adaptés, voilà, à la structure qui est de taille modérée. Et puis une communication donc, qui est bien organisée. Voilà. Et puis au niveau des contraintes, donc on se situe en zone, en site classé, ce qui présente quelques soucis pour construire éventuellement de nouveaux bâtiments, et notamment un manège qui manque sur l'exploitation, pour développer plutôt les prestations en période hivernale. Oui, c'est hors délai, non, c'est très compliqué en site classé, les délais d'instruction du permis est de 1 an, et en amont, il faut avoir déjà toutes les validations en interne. Donc, faut être pressé. Et au niveau des perspectives de l'exploitation, donc comme on l'a dit, c'est de conforter le système pour arriver à en vivre et rémunérer 2 GMO. L'objectif, ce serait de travailler en couple pour Lydie et son mari. Et puis proposer à l'avenir une prestation d'hébergement, notamment de l'hébergement insolite. Voilà. Toujours pareil, site classé. Donc c'est petit à petit l'objectif pour pouvoir proposer des packaging un peu plus complets et plus longs. Voilà, merci de votre attention. Merci Lydie, je pense que s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui a été présenté. Je vais juste, moi, avant de te présenter les questions, préciser qu'en fait, ce travail, c'est vraiment par rapport aux besoins de la clientèle, c'est les besoins vus par les exploitants. C'est eux qui nous comparent les attentes des clients. Et en parallèle, il y a un travail qui est actuellement mené. Merci. Il y a un travail qui est actuellement mené par l'IFCE, dans lequel le réseau est partenaire sur les mécanismes de fidélisation de la clientèle. Donc là, on va plutôt se pencher du côté des clients. Donc on aura les deux versions, la version côté exploitant du réseau, que l'on va associer à la version client. Et on verra un petit peu quels sont les différents mécanismes de fidélisation de la clientèle. Donc je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Sinon, moi j'en aurais une pour Lydie. Tu nous as parlé des chevaux qui restaient sur la partie village vacances. Ça veut dire que c'est des chevaux en plus pour l'été? Comment ça se passe? C'est des chevaux, une partie, enfin c'est une petite partie, c'est 4-5 chevaux, 4-5 poneys de notre cavalerie qui va venir sur le village vacances et qu'on aura en moins sur la ferme. Donc c'est une organisation sur le timing. Alors sur le village vacances, l'activité est moindre, donc on met des chevaux un peu plus âgés ou l'activité est plus adaptée là-bas. Mais c'est pas des chevaux supplémentaires, sinon le coût serait trop important voilà, de location. Non, il faut arriver à trouver le seuil entre pas trop de chevaux toute l'année et non plus pas assez de chevaux. Il faut arriver à trouver et travailler avec des chevaux location, on les connaît pas, il faut tout démarrer quand on arrive, etc. Donc il vaut mieux travailler avec nous. On préfère travailler avec nos propres chevaux, qu'on a depuis tout petit souvent. On sait comment ils sont, on sait comment on les a dressés, on sait comment ils réagissent. Et ils sont à notre main. Donc adaptés à ce que l'on veut faire. Ok, merci. Et justement, j'ai une question par rapport aux chevaux. Comment est-ce que vous gérez le pic d'activité en été? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chevaux inactifs en période creuse ou Alors, les chevaux l'hiver vont peu travailler comparé à ce qu'ils vont travailler l'été. Après l'été, de toute façon, on va toujours limiter le nombre d'heures pour chaque cheval. Ils ont toujours l'été une journée de repos, ce qui n'est pas le cas partout. Et après, l'hiver, forcément, quand il y a eu des pluies, il y a 15 jours, 3 semaines où ils ne vont pas travailler. Bon, c'est pas grave, ils vont faire une balade. Et on peut les reprendre, ils vont être gentils, ils sont adaptés, c'est des chevaux d'extérieur qui vivent dehors. Donc, voilà. Ils sont adaptés à l'activité qu'on va en faire. C'est des chevaux d'une race en particulier ou... On a des chevaux d'extérieur, donc on a de l'Irish Cob, on a de l'Espagnol. Pour les poneys, c'est pas beaucoup de Shetland, Pochok, des chevaux rustiques, voilà,
Appaloosa pour les chevaux. Des chevaux un peu plus porteurs, quelques traits. Voilà. Des gabarits assez porteurs pour tout le monde et puis assez polyvalents aussi. Ils vont faire de l'enseignement, un peu d'enseignement et aussi de la randonnée, etc. Pas avoir peur du tracteur, qui pas assez. J'ai une question sur l'enquête client que vous avez faite en 2015. Vous avez dit que ça vous avait permis de faire le tri dans les moyens de communication pour attirer la clientèle, notamment de tourisme. Et donc moi, ce que je vois, c'est que vous avez finalement gardé, j'ai l'impression, de l'Internet, enfin, TripAdvisor, site Internet, et de la communication très locale. C'est ça, en fait, que l'étude de... Oui, parce qu'en fait, partir à plus loin, comme il y a beaucoup de centres équestres, les gens qui vont être sur le continent vont pas venir jusqu'à moi, ou s'ils viennent jusqu'à moi, ils m'ont trouvé via le site Internet. Et après, c'est vraiment un budget conséquent dès qu'on veut tabler un peu plus loin. C'est un budget conséquent et on est une petite structure, donc soit on fait plus de budget, il y a un cheval qui ne mange pas. Ou... voilà. Après, on a ciblé sur ce qui fonctionnait le mieux. Et donc le site Internet, après TripAdvisor, tout ce qui est avec avis, c'est à double tranchant. On y est dessus parce que on est un peu obligé, et après c'est à double tranchant parce que les gens, la majorité des gens sont contents. Mais ne mettent pas d'avis, et les quelques peu mécontents, on sait qu'ils vont nous dire à la fin ils vont mettre l'avis, donc c'est à double tranchant malheureusement, tout ce qui est les réseaux sociaux, internet, etc. Donc, ça a utilisé avec parcimonie, mais bon, comme quand on va en vacances, qu'on va préparer les vacances, si on voit 10 avis super, un pas content, on se dit que bon, on peut pas contenter de toute façon tout le monde. Si tout est pas bien, bon, là on peut se poser des questions, mais voilà, il faut arriver à faire une balance, évaluer la satisfaction clientèle, mais pas facile. Et du coup, quelle est la part des gens qui viennent par Internet chez vous ? Alors, dans ce qu'on avait ressorti, il faudrait qu'on le refasse cette année parce que ça date, mais ça faisait un tiers à ce moment-là. Il y avait encore peu de diffusion locale, puisque c'était la première année, donc on tâtonnait. Il y avait un tiers qui nous trouvait via le site Internet. Ensuite, ça avait été dispatché entre les flyers, le bouche à oreille, et ensuite avec les professionnels qui les envoyaient vers nous. Donc c'est quand même assez important d'avoir un outil Internet correct. Du coup, j'aurais une deuxième question pour Anne-Laure, s'il y a le temps. C'est est-ce que vous avez des données sur d'autres structures sur l'île d'Oléron ? Enfin, vous avez l'air d'avoir une approche, Lydie, très originale. Enfin, vous faites beaucoup d'efforts de communication. Vous avez des données de... Alors, comment ça s'appelle, l'étude ? D'autres fermes, moi, sur l'île d'Oléron. Voilà, je suis au total 8 fermes sur l'ancienne région Poitou-Charentes. Mais après, il y a d'autres fermes de tourisme équestre qui sont suivies dans les zones nationales. Voilà, donc une quinzaine, c'est ça, je crois. Une quinzaine de fermes qui sont suivies dans des zones plus ou moins touristiques. Après, dans la communication, il y a deux stratégies à adopter. Soit on a un budget conséquent, ce que font certains, et dès qu'on ouvre un truc publicitaire, on voit partout. Mais le budget est très conséquent, à coût de 300-400 € le petit encart publicitaire. Ça monte très vite. Ou sinon, il y a faire partie... on fait partie du label Vignoble et Découverte. C'est un label qui labellise les destinations œnotouristiques. Donc l'île d'Oléron a été labellisée. Et nous, on fait partie des partenaires de loisirs. Je travaille avec les offices de tourisme, etc. Donc c'est du temps qu'on va passer, mais un réseau qu'on va faire et qui va nous rapporter beaucoup plus, qui demande du temps, mais qui va nous rapporter beaucoup plus et de meilleure qualité en plus. Moi, j'avais 2 questions pour Catherine. Je vais te réveiller un peu. Du coup, la première question, c'est en fait comment les exploitants ont perçu ce questionnement, déjà, par rapport à ce qui est identification de la clientèle. Est-ce que c'est des choses qu'ils avaient déjà fait ou pas ? Et donc déjà, peut-être que tu peux répondre à celle-là avant de... Ils ont été très... On a toujours discuté parce qu'on les sollicite beaucoup. Donc ce travail repose sur le volontariat, hein. On va les voir plusieurs fois par an, on revient sur leurs chiffres, et là en plus 2 années consécutives on vient en rajouter une couche en les questionnant sur des sujets qu'on n'avait pas abordés jusqu'à présent. Donc on y allait vraiment sur la pointe des pieds. Et en fait, notre démarche a toujours été bien perçue.
avec intérêt. Et pour avoir échangé avec d'autres collègues, on a vraiment le sentiment que pour certains, on a touché du doigt quelque chose que intuitivement, voilà, ils se posaient peut-être des questions, pas forcément toujours le nez un petit peu dans le guidon. On est sur des activités qui sont très chronophages, pas forcément le temps de s'y arrêter, mais vraiment un intérêt, et pour certains, des choses qui vont changer derrière. Voilà, donc pour les exploitations qui sont suivies. Et puis j'ai évoqué aussi une formation là qui a été mise en place avec ma collègue de Bourgogne, avec une entrée coût de production. En face de nous, 4 centres équestres qui a priori pouvaient se ressembler. Certains situés, deux d'entre eux et un projet situé dans vraiment à très proche, enfin une proximité très très importante, quoi, hein, sur des communes voisines. Et en fait, ça fonctionne bien, quoi. C'est-à-dire que on a procédé par bloc et on a posé des questions. On a été au-delà de l'approche coût de production. On a posé ces questions de leurs valeurs. On les a amenés à se décrire, à parler de leurs difficultés. Aujourd'hui, c'est quoi leurs problèmes. Et en fait, au terme de la formation, on a vraiment 4 structures différentes. Dont ils n'avaient pas forcément eux-mêmes pris conscience, quoi. Et derrière, je pense qu'ils vont effectivement changer des façons de faire, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est assez bien. C'est d'autant mieux perçu qu'on est dans ce contexte où ils se rendent bien compte, hein, que les choses ne fonctionnent pas comme avant, quoi. Quand il y a un centre équestre qui s'installe dans la commune à côté, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la vraie vie et il faut faire avec, quoi. Donc, il faut changer les choses. Merci pour cette question. Et l'autre, c'était au niveau de l'installation. Est-ce que les jeunes, justement, que tu vois, qui viennent te voir pour construire un projet, est-ce qu'ils abordent les choses de cette façon-là, en essayant de cibler le public, les produits, ou pas du tout? Et qu'est-ce que tu penses que ce travail peut apporter dans le cadre de ton travail d'accompagnement, justement? Alors l'installation, c'est un vaste domaine, des fois difficile. Alors pas toujours, ils se posent pas toujours ces questions-là. Après, on a vraiment des profils différents. Avec alors des professionnels, je pense peut-être plutôt au projet de pension. Quand on a des professionnels qui ont déjà du métier dans l'activité, ils ont une vision un petit peu plus claire, effectivement, de ces aspects-là. Mais sur les projets d'installation, et notamment quand le contact est pris, par exemple, une fois que le foncier est acheté, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut faire avec. On a beau attirer on va attirer l'attention du jeune qui s'installe sur cette situation dans laquelle il est. Mais une fois que le choix est fait et que le bien est acheté, voilà. Des fois, on se trouve dans des situations compliquées, mais je pense que ce guide de questions, ces questions, on les a tous dans la tête, mais pas forcément d'une manière structurée. Et le fait de les organiser de cette façon-là, je pense que ça peut aider, quoi. Merci. Je sais pas si je réponds. Si. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au choix de la localisation, on a vu dans les enquêtes que l'on a faites, notamment par rapport au tarif de l'heure dans les centres équestres, que ça variait du simple au double. Et effectivement, le cadre, enfin la zone de chalandise dans laquelle se trouve le centre équestre est assez importante, et notamment avec le pouvoir d'achat des gens. Donc, c'est vrai que ça a un vrai impact si on est en ville ou en pleine zone rurale avec un pouvoir d'achat pas forcément similaire. Mais aussi le fait que souvent, la réaction par rapport à l'établissement du prix, c'est notamment qu'est-ce que vendent les autres autour et à quel prix, sans forcément rentrer dans le détail. On le voit avec les prestations de Lydie, hein, derrière le terme de balade ou de randonnée, il peut y avoir des choses sacrément différentes, et l'offre de Lydie, elle est vraiment différente de celle des autres structures de l'île d'Oléron. Donc il y a...
faut vraiment ce travail d'approche, il est important et cette démarche, elle suffit pas. C'est-à-dire quand je veux vraiment travailler différemment, on voit des projets avec un décalage complet entre le tarif de la prestation et parce qu'il est calé sur un prix de marché, alors qu'en fait la prestation, elle est complètement différente des prestations qui sont proposées autour. Et là, on leur dit mais c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir gagner votre vie. Enfin, cette dimension économique, des fois, on a du mal à leur faire toucher du doigt que derrière, ça va pas fonctionner, quoi. Hein. Ouais, d'où l'importance de la relation avec l'autre atelier coût de production. Effectivement, ça ouais, permet de complètement. mettre en cohérence ce qu'on veut faire avec nos moyens. Bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre eux nous ont dit que c'est par rapport à la concurrence qu'ils ont fixé le prix. Et pas forcément par rapport Et quand on parle d'adaptation, de rapport qualité-prix, par exemple, donc c'est quelle prestation en face de quel tarif. Déjà, c'est établir le bon tarif et après, c'est vérifier que la clientèle que je vais toper, elle est en capacité de payer ce prix-là. Si elle ne l'est pas, où est-ce que de deux choses l'une, où je vais chercher une autre clientèle ou je change ma prestation pour adapter un tarif. Je sais pas s'il est bien adapté. Je prends des fois l'exemple de... C'est qui vend les petits princes? Toi qui as un petit... Non, ils ne mangent pas encore des gâteaux. Lu, vous connaissez tous les petits princes, ces gâteaux au chocolat merveilleux que mangent tous les gamins. Et ben Lu n'a pas diminué. Je sais pas si... Alors, vous avez peut-être pas d'enfants petits, donc vous n'en avez pas conscience, mais sachez que Lu n'a pas diminué ses tarifs. Le gâteau Petit Prince de Lu est resté au même tarif. Mais Lu a diminué la taille de ses gâteaux. Donc en fait, la marge que Lu s'est fait au nez et à la barbe de tous les clients, c'est en diminuant la taille du produit en fait. Et donc je prends souvent cet exemple pour dire si vous avez des clients en face qui ont ce pouvoir d'achat, certes votre prestation elle vaut le double, mais si le client il est en capacité de payer que la moitié, eh ben pourquoi vous ne lui offrez pas une prestation? Alors c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais derrière est-ce que je peux pas être en capacité de proposer une prestation qui revient moins cher pour coller au pouvoir d'achat des clients qui sont à côté de chez moi, quoi. Enfin, sur ma zone. Est-ce que ça a soulevé d'autres questions? Je ne sais pas. Moi, j'ai deux questions pour Lydie. La première, c'est un point de détail, mais vous avez mis que vous faisiez des flyers sans tarif. Alors, je voudrais savoir pourquoi. Et la deuxième, je voudrais savoir quel est le profil, s'il y en a un, des clients saisonniers que vous avez. Alors, on n'a pas mis de tarif sur les flyers pour pouvoir les réutiliser d'une année sur l'autre. Maintenant, les gens avec les smartphones vont beaucoup sur Internet. Donc, comme sur Internet, tout est détaillé, ça permet d'avoir tout. Sinon, ça serait un peu complexe de mettre les différentes gammes de prix en tarif individuel ou famille. Et ensuite, la clientèle ciblée, ça va être une clientèle familiale, principalement, c'est une activité de loisir, donc principalement débutante. Donc familiale, débutante. Après, il y a des adultes et des enfants. On a la gamme poney et cheval. Mais principalement familiale, pas du tout compétition. Les gens qui montent habituellement au cheval, vous avez... Alors, en clientèle de passage, on a les deux. Par un tiers de clientèle confirmée qui vont utiliser les produits de balade sur la plage ou de randonnée à la journée, de grosses randonnées à la journée. Et après, les 2 tiers vont être plutôt des débutants qui vont s'initier au cheval pendant leurs vacances ou qui n'ont pas la possibilité de monter à cheval là où ils habitent, puisque le coût est trop cher, et qui vont profiter de leurs vacances pour apprendre ou se faire plaisir à cheval. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez conçu des produits avec d'autres partenaires? Alors, on en fait de temps en temps suivant la demande. On fait des randonnées, où on peut faire des dégustations. On avait fait aussi des fois des randonnées où on faisait aussi de la voile en partenariat sur le village vacances. Donc ça dépend vraiment de la demande. Après, c'est un coût un peu plus important. Et il y a 5-6 ans, quand je me suis installée, j'en faisais plusieurs dans l'année. Là, j'ai beaucoup moins de demandes. C'est difficile à remplir. Et on marche mieux sur les randonnées à la journée. Le pouvoir d'achat est quand même moins qu'il y a quelques années. On s'en est rendu compte et on essaye d'adapter l'offre du coup à ce qu'on venait de dire justement.
pour continuer sur la suite, là, les hébergements insolites, vous avez commencé à réfléchir à ce que vous vouliez proposer ou pas? Avant, il faut faire les démarches administratives. Le but, ça serait de faire l'hébergement en roulotte ou voilà, des choses comme ça un peu atypiques pour pouvoir proposer des produits touristiques. Vous avez un peu plus longtemps, faire des stages à la journée, etc. ou des randonnées à la nuitée où on n'est pas tributaire d'un hébergeur extérieur. Où le seuil de rentabilité serait quand même meilleur que si on a besoin d'utiliser un hébergement extérieur. Mais pour l'instant, il faut faire les démarches diverses et variées du site classé aux joies. L'île d'Oléron est très jolie, mais du coup, rien n'est passé. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je ne sais pas en région si on a du monde, Laetitia, et puis personne? Il n'y a pas de questions? D'accord. Bon, mais on va vous remercier de vos interventions. On a un petit peu de délai pour faire une petite pause puisqu'on va attendre les 2 autres groupes avant de conclure avec Joël Merceron qui est déjà arrivé. Donc si vous pouvez en attendant remplir le questionnaire de satisfaction qui était dans la pochette et puis éventuellement faire une petite pause. On va attendre. Mais je crois qu'il y a déjà un groupe qui arrive.